Bonsoir et bienvenue sur le plateau du débat. Jusqu'ici, toléré, surveillé du coin de l'œil par les autorités publiques, parfois décriées par les riverains, les prostituées ont-elles aujourd'hui un travail comme un autre? Exercent-elles un métier comme un autre? Nous poserons la question aujourd'hui sur le plateau du débat avec nos invités, avec entre autres vous, Monsieur Brocchi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un membre du MR au Sénat. Vous Absolument. êtes je membre suis l'un du des groupe. co-signataires. Voilà, vous avez signé cette proposition de loi. Nous avons Pourquoi tous cette signé. proposition de loi? Pourquoi aujourd'hui envisager de faire des prostituées des travailleuses comme les autres? Mais pour plusieurs raisons. D'abord, je voudrais dire qu'il s'agit d'une décision unanime de tous les sénateurs et maires. Donc ce n'est pas un petit groupe ici. Nous en avons beaucoup discuté d'abord entre nous avant de déposer une proposition de loi concernant le sujet. Oui, parce qu'a priori, ce n'est pas là-dessus qu'on vous attendait le plus. Non, non. Mais nous avons donc décidé de le faire, d'une part, pour lutter contre la traite des êtres humains, d'autre part, pour donner aux prostituées un statut qui leur permettrait d'avoir le respect, la dignité qu'elles n'ont pas à l'heure actuelle. Un statut, ça veut dire quoi, concrètement? Notamment un statut d'indépendante pour celles qui le souhaiteraient, parce que nous n'obligeons personne, mais nous voulons offrir à celles qui souhaitent avoir, je dirais, cette possibilité qu'ont les indépendants, qu'ont les travailleurs indépendants, d'avoir entre autres une couverture sociale, d'avoir entre autres droit aux soins de santé, et permettre par la même occasion à ces personnes d'être suivies sur le plan santé, ce qui pour moi en tant que médecin est primordial dans la mesure où nous savons que c'est un métier à risque et à risque pour la santé. Et donc, il est loin de notre envie, notre arrière-pensée de supprimer quelque chose qui, je crois, est nécessaire dans notre société. C'est une forme de, je dirais, de psychothérapie, on peut l'appeler comme cela. Mais d'un autre côté, nous savons aussi que cela peut être un vecteur de maladies vénériennes et que par conséquent, il y a lieu de protéger tant les prostituées que les clients à ce point de vue-là pour éviter justement la dissémination, la contamination, la multiplication de ces maladies. Madame François, bonsoir. Vous représentez ici Espace P qui travaille avec les prostituées bruxelloises, entre autres. C'était une demande, c'était un besoin de la part des prostituées d'acquérir un statut à part entière? Alors, je voudrais juste intervenir sur ce que M. Brocchi vient de dire. Donc, le milieu de la prostitution est un milieu qui a été extrêmement encadré au niveau sanitaire, au niveau socio-sanitaire. Et donc, ce n'est pas du tout un milieu de propagation des MST ni du sida. Ça, c'est pour revenir sur la réalité. Alors, les prostituées, évidemment, sont demandeuses d'un statut pour les social et fiscal, mais elles sont également demandeuses d'une dépénalisation de certaines infractions. Alors, je voudrais juste donc dire qu'aujourd'hui, les prostituées sont des citoyennes aux yeux de la loi. Elles payent des impôts, elles ont un registre de commerce et elles ont un registre TVA. Elles sont déclarées aujourd'hui comme prostituées? Non, comme prostituées, comme masseuses plutôt. Donc là, c'est une manière de contourner. Mais donc elles ont un statut, elles sont citoyennes, elles contribuent comme n'importe quelle citoyenne. Cependant, elles sont délinquantes au niveau de la loi. Si on applique l'article du Code pénal 380, 380 bis, terre, aujourd'hui, on ne peut pas se prostituer. Donc, on ne peut pas faire d'incitation à la débauche, on ne peut pas faire de racolage, on ne peut pas faire de publicité, et on ne peut pas travailler à 2, à 3, puisque le proxénétisme aujourd'hui est interdit, et donc on ne peut pas permettre à des femmes de travailler ensemble. Madame Désir, est-ce que vous soutenez la proposition du MR au Sénat? On le sait, vous êtes sénatrice PS. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que MR? Écoutez, je pense que pour nous, la priorité au PS, c'est de garantir le respect et la protection des droits de la personne. Je pense que c'est essentiel. Et donc, je crois que cette proposition MR a le mérite d'ouvrir un débat qui est difficile. On sait qu'il y a eu différentes propositions sur la prostitution qui ont été déposées, notamment au Sénat, qui n'ont jusqu'ici jamais abouti. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage peut-être d'affronter cette situation de non-droit qui est un peu particulière. Madame François dit aujourd'hui on ne peut pas se prostituer. En fait, la prostitution elle-même n'est pas une infraction, mais effectivement toute une série de choses sont susceptibles d'être sanctionnées. Est-ce que ça veut dire qu'on ferme les yeux aujourd'hui sur une réalité? Donc aujourd'hui, on a une espèce d'hypocrisie générale par rapport à ça, parce que la prostitution existe, mais aujourd'hui, les prostituées elles n'ont pas accès à cette protection
minimale, qu'elle soit sociale, fiscale, juridique, de manière générale. Et donc, effectivement, je crois qu'il faut qu'on ait le courage de mener ce débat. Et le Sénat me paraît être le lieu de réflexion idéal pour le faire. Madame Lemens, bonsoir. Vous représentez ici l'ASBL Entre Deux. Oui. Ça toucherait combien de personnes, ce statut? Combien de prostituées pourraient sortir de l'ombre pour l'endosser, selon vous? Très compliqué, évidemment, toujours de tabler sur des statistiques. On appréhende un pourcentage très très faible en fait, de personnes qui, de manière spontanée, rejoindraient ce statut. Pourquoi? Elles se sont souvent d'ailleurs exprimées quant au fait que ça ne les intéresserait pas forcément d'être déclarées comme prostituées. Donc c'est vrai que le statut de masseuse que Mme François évoquait tout à l'heure, finalement apporte un relatif confort, bien entendu, mais offre aussi l'opportunité, si à un moment donné le choix est de quitter cette profession, que nous ne considérons pas vraiment comme une profession, mais enfin, bon, toujours est-il que si elles veulent le quitter, ça leur offre le confort de pouvoir le faire sans avoir cet historique derrière elles. Je voudrais peut-être juste dire une chose, c'est que c'est vrai que Mme François disait tout à l'heure que la proposition du MR a le mérite d'ouvrir le débat et de formaliser certaines questions, donc ça c'est très intéressant. Redire qu'Entre Deux, par ailleurs, en tant qu'association de terrain, pense que la question de la légalisation de la prostitution demeure en fait une question mal posée. Dans la mesure où on le constate d'ailleurs, le débat qui est un débat binaire et qui tourne souvent au débat caricatural qui est d'opposer des vérités, à savoir est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre, n'apporte pas réellement de réponse satisfaisante en la matière. Vous dites que ça existe de toute façon, quoi qu'on fasse? Oui, sans être caricatural à notre tour et dire que c'est un métier qui existe et qui... Enfin, il ne faut pas être naïf non plus. Il faut faire preuve d'idéalisme sans être naïf. C'est un métier qui existe effectivement depuis très longtemps et je crois que ce serait trop ambitieux, voire complètement peu réaliste d'imaginer qu'il va disparaître et donc de l'éradiquer. Ce que je veux dire, c'est que, et ça rejoint aussi un des axes de la proposition que le MR a faite et qui nous paraît vraiment intéressante parce que c'est une proposition constructive qui n'a jamais été, nous semble-t-il, mise sur le devant de cette problématique-là, qui est la création d'un conseil national que nous avons pu éventuellement appeler à un moment donné une plateforme prostitution qui regrouperait toute une série d'acteurs. C'était en fait ce que nous mettons en avant depuis quelques mois déjà, c'est ce manque criant de coordination et de concertation dans ce sujet de la prostitution et qui fait que finalement... Vous voulez pouvoir parler, vous voulez pouvoir porter la parole? C'est vraiment, selon nous, le point de départ qui est contourné constamment dans ce débat binaire continuel qu'on nous propose et qui finalement n'apporte aucune réponse satisfaisante. C'est ce manque de coordination qui fait qu'à un moment donné, voilà, les acteurs qui sont directement concernés par la problématique ne se parlent pas et donc il n'y a ou pas d'information ou une désinformation quant aux différentes facettes de la problématique qui méritent vraiment d'être analysées pour ce qu'elles sont, sans être constamment globalisées. Voilà. Monsieur Brocchi, c'est quoi le rôle que vous voyez pour ce Conseil national de la lutte contre l'exploitation sexuelle? Eh bien, d'abord, ça permettrait, je pense, d'abord au fédéral de jouer un rôle. Ça permettrait aussi de centraliser et de coordonner une situation sur le terrain qui, à l'heure actuelle, est laissée dans les mains des responsables communaux. Cela varie d'une commune à l'autre. Et quoi, on aurait des registres avec un enregistrement des personnes qui pratiquent ce métier? C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, les personnes qui se déclareraient, on ne peut pas obliger tout le monde à se déclarer, mais certaines personnes vont se déclarer, ne fût-ce que pour avoir une protection. Vous savez, ce métier n'est pas toujours un métier simple. Vous savez que ce sont beaucoup de femmes qui aujourd'hui doivent subir des violences physiques de la part de leurs protecteurs, appelons-les comme ça, qui ont aucun respect, qui, en fait, finalement, sont livrées à elles-mêmes et vivent dans des conditions extrêmement périlleuses. Donc nous, ce que nous voulons aussi, c'est qu'au niveau national, il y ait un organisme qui chapeaute le tout et qui comprenne des responsables, tant sur le plan de, je dirais par exemple, de la magistrature, de la police, mais aussi des associations, et qu'ensemble, ils voient comment faire en sorte que ce métier, qu'il est hors de question d'éradiquer, d'ailleurs ça ne fait pas partie de notre proposition, nous voulons, comme là, nous on dit plusieurs personnes ici autour de la table, nous voulons provoquer le débat. Mais nous avons toute une série de propositions annexes, dont on pourra parler un peu plus tard dans l'émission, qui sont fort importantes justement pour pouvoir empêcher
cette prostitution illégale. Pour aller plus loin sur ce propos, Madame François, vous partagez le point de vue, le constat de M. Brocchi par rapport à la prostitution contrainte. Finalement, est-ce que la majorité des prostituées en Belgique, à Bruxelles, le font librement ? La question de la contrainte est toujours une question assez difficile et épineuse. Moi, je pense, sans doute comme M. Brocchi, que plus on légalise la prostitution, plus on permet d'améliorer les conditions de travail sur le terrain, plus les femmes ont un statut, mais également peuvent s'associer et travailler en toute légalité, plus on va pouvoir vraiment axer la lutte contre la traite des êtres humains. Cela dit, la Belgique a quand même un arsenal judiciaire extrêmement pointu, puisqu'avec la loi de 1995, déjà, sur la lutte contre l'exploitation et le trafic d'êtres humains, on a déjà tout un arsenal qui permet de lutter contre l'exploitation. L'exploitation qui souvent dépasse les frontières de la Belgique et qui doit être une question appréhendée par les autorités européennes avant tout. Maintenant, je voudrais quand même dire quelque chose pour ne pas tomber dans le discours et la démagogie. Il y a une série de femmes aujourd'hui qui travaillent sur les trottoirs bruxellois, qui sont d'origine bulgare, qui sont d'origine roumaine, polonaise, qui ne sont pas dans des réseaux de traite des êtres humains et qui sont comme n'importe quelle personne qui vient chercher un pouvoir d'achat amélioré ici, qui préfèrent faire une passe ici sur les trottoirs bruxellois que dans les pays d'origine parce que, évidemment, le prix de la passe est beaucoup plus élevé et travaillent sans contrainte, dans un libre choix. Donc il faudra vraiment faire attention et ne pas se dire on va surprotéger les prostituées du terroir et toutes celles qui ne sont pas blanc-bleu-belge, je veux dire, à ce moment-là, on va considérer qu'elles sont d'office prises dans un engrenage de trafic d'êtres humains. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le statut de la prostituée permettrait de lutter plus efficacement contre la traite des êtres humains ? Mais je crois que c'est ce qui est précisément intéressant dans cette proposition, c'est qu'on fait la différence entre des prostituées qui vont s'inscrire de manière volontaire dans un statut, etc. Mais ce qui suppose aussi qu'on accepte l'idée que certaines prostituées travaillent de manière volontaire, ce qui n'est pas évident dans la tête de tout le monde. Certains voient toutes les prostituées comme des victimes d'exploitation. Et donc déjà, ça, c'était un premier élément important dans le débat. Ensuite, effectivement, je pense que ça nous permettra de clarifier les choses et d'avoir une vision d'ensemble, et d'où l'importance de ce Conseil national. On manque de chiffres, on manque de vision d'ensemble, on manque aussi de coordination entre les différents niveaux de pouvoir. Vous savez, le Sénat a travaillé beaucoup sur la traite des êtres humains depuis 3 ans. On a recréé un groupe de travail sur ce sujet-là, et c'était très important parce que dès que le politique ne s'intéresse plus à ces questions, le niveau de priorité par rapport à ce phénomène et par rapport à la lutte contre la traite diminue d'un cran. Et je crois que c'était vraiment important qu'on remette ça au devant des priorités. Et ici, l'intérêt, c'est justement qu'on va pouvoir dissocier les deux, les vraies victimes d'exploitation, renforcer la lutte contre la traite par rapport à ces victimes-là et offrir une protection minimale aux autres. Madame Lemens, vous vouliez réagir ? Réagir, oui, simplement, non pas apporter un bémol, mais une petite précision quant à l'opportunité pour certaines femmes qui, effectivement, ne sont pas toutes des victimes, par rapport à cette opportunité d'acquérir le statut d'indépendante, c'est de dire une chose, c'est que on ne peut pas se poser en tant que moralisateur et de dire qu'on sait à la place des autres ce qui est mieux pour ces personnes. Donc il est clair que si une personne manifeste la volonté d'acquérir ce statut, personne ne peut l'en empêcher, même si on peut rester vigilant quant à ce vrai choix. C'est philosophique, on n'a pas le temps de faire le débat ici. Enfin, ça reste une question philosophique que de se dire est-ce que quelqu'un, s'il vit une situation peut-être de fragilisation, est en mesure de vraiment décider ce qui est bon ou pas. Soit. À partir du moment où la personne décide d'acquérir son statut, en tant qu'assoce de terrain, assoce de première ligne, ce que nous tenons, nous, à rappeler, c'est qu'il y aura de toute façon une nécessaire vigilance et je crois que le mot encadrement convient mieux que tout autre, de dire qu'il faudra continuer à encadrer ces femmes et être très vigilant, à donner l'occasion aux associations de pouvoir continuer à les accompagner pour éviter justement l'écueil que je viens de citer. C'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que dans le débat de l'opportunité d'offrir un statut à ces femmes, et qui pose inévitablement la question de la réglementarisation, au sens beaucoup plus large, il faudra aussi rester vigilant quant à ne pas banaliser cette prostitution. Encore une fois, l'idée n'étant pas de se poser en tant que moralisateur, mais il ne faudra absolument pas que cette opportunité donnée à certaines personnes qui le souhaiteraient banalise la prostitution et qu'on en arrive. Je crois qu'on a des exemples très très criants tout près de chez nous, de pays qui ont réglementarisé la prostitution et qui se retrouvent
non pas dans une impasse au sens absolu du terme, mais dans des situations qui deviennent caduques à long terme, et donc des pays qui se reposent la question de savoir si finalement, en réglementant cette prostitution, on sent bien qu'il y a d'autres déclinaisons qui apparaissent, qui sont beaucoup moins facilement appréhendables que prévu. Donc, vigilance extrême par rapport à la manière dont on pourra libeller les choses à ce niveau. François, par rapport à l'action politique, ici, on a effectué un virage vraiment à 180 degrés parce que le CDH, il y a peu, a voulu, dans une proposition de loi, sanctionner les clients et rendre plus difficile la pratique de la prostitution. Et à Bruxelles, on a encore vu le bourgmestre de la ville de Bruxelles prendre des arrêtés pour empêcher ce métier dans la rue. Vous devez, j'imagine, apprécier l'ouverture. Bien évidemment. Et donc, la volonté du CDH, qui était de pénaliser le client, qui d'ailleurs, CDH qui est en train de supprimer les subsides des SOS Viol, dont je me permets de faire une petite parenthèse, qui est quand même, je suis président des SOS Viol, qui est quand même une association qui a sa raison d'être quand on aborde la question de la prostitution, puisque dans la prostitution aussi, la question du viol est une question criante. Je voudrais compléter par rapport à ce que disait Madame, par rapport au statut, et donc justement votre intervention sur la ville de Bruxelles. On ne pourra pas réfléchir à un statut social et fiscal, une protection sociale et fiscale des personnes prostituées sans mettre la question sur la table de la liberté de pouvoir se prostituer. Aujourd'hui, par exemple, à la ville de Bruxelles, chaque femme qui travaille sur les trottoirs bruxellois reçoit une amende administrative pour racolage. Et donc on ne peut pas à la fois envoyer le message aux personnes prostituées, on va vous donner un statut social et fiscal, et dès que vous vous prostituez, paf, c'est l'accès direct vers le commissariat de police. Donc on ne pourra pas évacuer la question de la légalisation de la prostitution. Il faudra à un moment donné qu'au Sénat, vous réfléchissiez à cette question. Comment faire pour dépénaliser certaines infractions? Le racolage, l'incitation à la débauche et la publicité et le proxénétisme. Parce que moi je pense que dans n'importe quel secteur d'activité, il y a de l'exploitation. Je voudrais terminer. Au Parlement européen, par exemple, les dames qui nettoient le Parlement européen à 5 h du matin pour 700 € sont exploitées. Ça ne veut pas dire pour ça que leur métier est interdit. Donc forcément, il faudra que l'inspection du travail, qu'il y ait un arsenal important dans le contrôle, mais il faudra penser à dépénaliser le proxénétisme pour permettre aux femmes, à plusieurs femmes, de pouvoir travailler ensemble sous forme de coopérative. La réponse de M. Brocchi? Dès le moment où nous envisageons une proposition de loi qui protège les prostituées, il est évident qu'on dépénalise puisque nous l'autorisons. Je voudrais aussi vous ajouter qu'il y a des situations qui sont tout à fait inadmissibles de notre chef. Par exemple, voyez ce que coûte un loyer. Un loyer de quelqu'un qui loue un petit appartement pour son propre chef. Voyez ce que l'on demande à une prostituée comme loyer pour le travail qu'elle va faire. Il y a là quelque chose qui ne va pas non plus. Donc nous comptons ce que... En fait, ce que nous avons déposé comme proposition, c'est évidemment pour nourrir un débat. Nous allons ouvrir cette proposition à co-signature à d'autres groupes et, je dirais, prioritairement au Parti socialiste, puisque ça fait partie de nos... nous en avons discuté entre nous. Ce sera possible avant 2014 ? De l'ouvrir ? De la voter, oui. Cette proposition de loi. À mon avis, si nous avons le soutien d'autres partis, ça peut avancer très vite. Est-ce que juste faire réagir Mme Désir sur la chose. Est-ce que le Parti socialiste est prêt à soutenir? Écoutez, on va en discuter, on va travailler ensemble. En tout cas, je pense qu'elle a le mérite d'exister. Je voulais juste revenir sur une question, parce que, en fait, ça illustre parfaitement qu'on est dans une zone de non-droit. Certains pays ont décidé de pénaliser le client érigé en infraction à la prostitution, comme la Suède, sur les prohibitionnistes. D'autres ont réglementé la prostitution, comme l'Allemagne et les Pays-Bas. Et en fait, nous, on n'a rien fait. Et donc, on est dans une situation un peu paradoxale où des bourgmestres prennent des décisions. Le bourgmestre de la ville de Bruxelles, il a interdit la prostitution sur un quartier, en fait. C'est un règlement de police. On pourrait faire la même chose à Ixelles, aux alentours de l'avenue Louise. L'avenue Louise, c'est sur Bruxelles-Ville. Et donc, là, oui, non, mais il y a la question qui se pose à Scarbeck et à Saint-Josse. Enfin, voilà. Et donc, finalement, chaque bourgmestre agit en fonction de la situation, essaye d'avoir une vision globale sur un quartier, de préserver quand même le bien vivre du quartier pour les riverains,
etc. et pour les habitants. Et donc, on a des solutions un petit peu au cas par cas. Parce que la solution, c'est une Villa Tinto comme à Anvers. Mais vous savez que, notamment, le bourgmestre de Saint-Josse est allé en visite avec des parlementaires voir l'expérience de la Villa Tinto. Il a été très séduit et aujourd'hui, c'est des discussions qui sont en cours. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que la problématique est vue à l'échelle d'un quartier, d'un territoire. Madame Levens, il faut une Villa Tinto à Bruxelles ? Il faut une Villa Tinto. On sait pertinemment bien, à l'heure qu'il est, que la Villa Tinto ne règle pas la situation de quantité de personnes qui continuent à se prostituer et qui, en fait, malheureusement, la Villa Tinto règle le sort sans doute de quelques personnes, mais en laisse de côté beaucoup d'autres qui, évidemment, vivent dans la clandestinité parce qu'effectivement, la Villa Tinto ne concerne que les personnes qui, notamment, sont régulières sur le territoire, sont en ordre de papier, etc., etc. Et donc, mais je me répète sans doute, mais je pense que la situation l'impose. Tout ce que vous évoquez le règlement de police de la ville de Bruxelles, etc. Donc, encore une fois, l'idée n'est pas de tirer sur toutes les propositions qui sont faites. Ce qu'on dit chez Entre-deux, c'est qu'elles sont maladroites parce que finalement, le point de départ n'est pas respecté, à savoir, c'est nécessaire, et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire ici, indépendamment, l'idée n'est pas de lisser les philosophies qui sont incarnées dans le chef des différentes associations ou partis ou que sais-je. L'idée, c'est de faire le pari, de se mettre tous autour de la table. C'est le point de départ incontournable, nous semble-t-il, sans lequel rien ne sera possible d'adéquat et de pertinent. La prostitution, je le répète, est composée de multiples facettes et le problème qui existe dans les différentes tentatives de solutions qui sont proposées par les différents pouvoirs communaux ou autres, c'est que finalement, ils sont, dans ces règlements, sont absentes notamment la voix des associations et qui mieux que d'autres, ou en tout cas à l'instar d'autres, peuvent à un moment donné nourrir toutes ces facettes et toutes ces déclinaisons. Et n'oublions pas non plus qu'il y a une prostitution masculine. C'est vrai que ça existe. Le mot de conclusion à Madame François, vous y croyez en cette proposition de loi ? Je crois oui, parce que les propositions de loi ont tendance à s'empiler comme des tapis de mosquée, mais celle-ci a au moins le mérite d'ouvrir un champ qui n'est pas empreint de morale. Et donc rien que ça vaut déjà le mérite d'exister. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Malheureusement, c'est déjà terminé. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette dernière de l'année. Rendez-vous donc l'année prochaine. Au revoir.